Juste avant l'épisode, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre les vendredis et que ce soit sur les plateformes d'écoute ou également sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, si vous pouvez prendre quelques secondes là, maintenant, tout de suite, pour vous abonner ou liker ou même activer la petite cloche, ce serait vraiment très sympa. Et puis, ça nous permettrait de faire grandir cette communauté et puis également de permettre d'inviter ces personnalités exceptionnelles. Merci. Et maintenant, place à l'épisode. Ce qu'on voulait surtout, c'est que tout le monde, dans toute la diversité de ce pays, à un moment ou un autre de cette cérémonie, puisse trouver quelque chose qui lui ressemble. Et quand on fait chanter du métal, on aime ou on n'aime pas, c'est politique, dans le bon sens du terme. Quand on met une femme à barbe, c'est politique dans le bon sens du terme. Ça veut juste dire, qui que vous soyez, la France est un pays qui a fait sa grandeur par l'acceptation des différences de chacun. Et c'est ces différences qu'on veut rappeler. Moi, mon moteur, c'est l'obsession. Donc, à partir du moment où je suis absolument déterminé à faire des choses qui n'ont pas été faites avant, j'ai un ressort qu'il faut pas trop m'agiter parce que ça marche à chaque coup, qui est que dès qu'on me dit l'objectif c'est de laisser une trace, je suis un peu obsédé par cette histoire de trace, de laisser quelque chose. En général, c'est comme dans la poudreuse, si on veut laisser sa trace, il faut trouver des choses un peu vierges pour pouvoir le faire. C'est elle, et ça il faudra un jour lui rendre cet hommage-là tout à fait officiellement, mais c'est elle qui dit, moi les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il est hors de question que je ne chante pas depuis la Tour Eiffel. Il peut pleuvoir, ça peut être la tempête, etc. J'y serai et je chanterai. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, il se dévoile le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il a été l'une des têtes pensantes des Jeux de Paris. Mon invité d'aujourd'hui n'est autre que le directeur exécutif cérémonie, des événements et de la marque de Paris 2024. S'il ne dort jamais ou presque, il rêve souvent, presque toujours. Homme de ressources et de surprises, faiseur de rêves à l'âme d'enfant, c'est son amour du risque et du challenge, du beau et de l'émotion qui lui ont valu ce rôle prestigieux. Car oui, le risque est pour lui l'étincelle du succès. Aujourd'hui, il nous ouvre son esprit visionnaire et nous révèle les coulisses des Jeux de Paris et ses plus grands projets. Bonjour Thierry Reboul. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ça y est, la folie derrière nous, un moment exceptionnel. C'est quoi le mot, si tu devais choisir un mot qui reste, si tu devais, pas uniquement les Jeux, mais ces 6 années de ta vie, c'est quoi le mot qui resterait? Écoute, ça va t'étonner, je pense, mais moi, je suis soulagé. Soulagement, c'est ça? Ouais, parce que, alors c'est peut-être très personnel, mais j'ai quand même beaucoup misé de ma vie, de ma crédibilité, de ce que j'avais construit, un peu comme peut-être comme légitimité dans tout ça. Je l'ai beaucoup utilisé pour miser très gros d'une certaine manière, comme un peu au casino, quoi. Et j'ai quand même l'impression que j'ai débarqué dans un casino en mettant ma vie sur le rouge ou sur le 6 voilà. Et toi, c'est étonnant parce que alors moi, j'ai jamais douté ni de toi, ni de ce que Paris 2024 allait faire. Toi, en fait, tu as un esprit qui doutait. Toi, tu as mis, encore une fois, on va le voir, hein, ton existence, parce que tu as même vendu les parts de la société que tu dirigeais. T'as raison, t'as mis tout sur la table. T'as à un moment douté? Tu doutais, toi, ou t'as pu imaginer que ça allait se passer? Moi, je me suis jamais posé une seule question. Je me dis, ça va être merveilleux. Moi, j'ai tout le temps douté. Tu doutes, toi, souvent? Alors, je ne le dis jamais, et en plus, tu peux
vraiment pas le faire. Ouais. Quand à un moment, tu arrives à convaincre tout le monde de te suivre pour faire quelque chose que tout le monde estime impossible. Si toi, tu commences à dire, bon, moi, je pense qu'il faut faire ça, mais enfin, je suis pas sûr de moi, c'est mort. Donc, j'ai passé 6 ans à dire, mais bien sûr que si, c'est facile, on va le faire et on va y arriver. Et tu gardes tes doutes pour toi, mais c'est très compliqué, parfois la nuit, à gérer. Et du coup, c'est pour ça que c'est soulagement à la fin, parce que tu te dis que ça s'est bien passé et que voilà, le truc c'est une espèce de, je sais pas, comme une décompression, quoi. Justement ce que beaucoup ont appelé, en particulier les gens qui ont participé à ces jeux de l'intérieur, qui ont parlé de cette géostalgie. Toi, tu avais cette géostalgie où tu dis juste, oui, évidemment, mais c'est pas ça qui va rester. Moi, honnêtement, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai encore une fois, j'étais tellement focalisé sur cette obsession, notamment sur cette sacro-sainte cérémonie d'ouverture sur la scène qui a été quand même, j'allais dire, oui, mon bébé, même si je suis loin d'être tout seul à l'avoir élevé, tout le monde le savait. C'était moi, c'était ce sur quoi j'avais tout misé. Et je n'ai pas vécu jusqu'à la dernière seconde du jour J. On va en reparler, pas particulièrement, parce que c'est ça que je veux aussi... la question que je vais te poser, c'est justement un peu les coulisses. Ce que toi, tu as vu, que nous, on n'a pas forcément vu, ou qu'on n'a pas forcément su. Mais cette ferveur de la France, mais pas que aujourd'hui, tu t'y attendais, à ce niveau-là, qui n'avait jamais été vu auparavant, peut-être en 1998, toi qui aimes aussi le sport, le football, peut-être, mais là, est-ce que tu t'y attendais, toi? Pas à ce point-là, non. Pas à ce point-là. J'espérais, mais tu m'aurais dit qu'il serait passé la moitié de cette ferveur, tu l'aurais pris. Je l'aurais pris direct. Je crois honnêtement que personne ne s'attendait à ce point-là. Tout le monde espérait déclencher ça, mais à ce point-là, non, personne. Alors, on parle de la cérémonie d'ouverture. Il y en a eu 3 autres. On va peut-être passer un peu de temps sans les décortiquer. En tout cas, j'ai vraiment envie qu'on commence par là, par ce moment-là. Thomas Joly, 2 secondes. Raconte-nous, c'est ça aussi qui, moi, m'intéresse. Comment tu choisis? C'est un appel d'offres? Tu sais exactement qui tu veux? Tu le connaissais déjà avant, Thomas? Comment ça se passe, cette sélection? Thomas, en fait, c'est un long processus personnel et bien évidemment ensuite avec l'œil de Tony, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on fait à 3. Thomas, moi je passe des mois à essayer de trouver quel est celui qui peut prendre mon idée, qui peut prendre cette idée du fleuve et son incroyable complexité et l'amener 1, 2 ou 3 crans plus haut, bien évidemment sous ma direction. Et donc je cherche à la fois quelqu'un avec qui je peux m'entendre, mais aussi quelqu'un qui comprend la singularité de cette idée et qui donc veut la faire sienne. Et je passe, je sais pas, j'ai dû passer presque au moins un an, à rencontrer le tout Paris des arts et de la culture pour savoir qui pouvait l'endosser à mes côtés. Parce qu'il était clair que ce projet que j'avais créé de A à Z, dont tous les éléments structurants sont créés par moi et mon équipe, il faut que la personne qu'on choisisse s'intègre là-dedans. Accepte, ne joue pas tout seul son maestro. En fasse une œuvre collective et accepte une forme de supervision de ma part, y compris créativement, parce que je sais où je veux aller depuis le début. Et moi, je cherche quelqu'un qui peut m'étonner, qui peut aller plus loin que ce que j'ai regardé, et qui donc va faire en sorte que à 2, encore une fois, on l'amène plus haut. Je vais voir des cinéastes, un paquet. Je vais voir des chorégraphes, un paquet, parce que c'est pas tellement mon habitude, mais à ce moment-là, j'essaye de regarder ce qui s'est fait avant. Je me dis, Danny Boyle à Londres, je vais aller voir les cinéastes. Découflé à Albert Beach, je vais aller voir les chorégraphes. Et à aucun moment, je ne trouve complètement... Je trouve plein de gens passionnants, mais je ne trouve complètement de gens qui s'intègrent dans cette vision-là. Parfois un peu peur, parfois en disant « Ouh là là, filez-moi le truc et puis je ferai bien ce que je veux », etc. Ce qui n'est bien évidemment pas l'objet de la démarche, etc. Et en fait, à aucun moment, je ne trouve exactement. Et puis à un moment, je me dis...
J'ai dû voir, je sais pas loin de 100 personnes. Wow. Et puis à un moment, je me dis, mais est-ce que je fais pas fausse route ? N'essaye pas comme d'habitude, de dupliquer des schémas, c'est pas trop mon genre en plus, mais et je me dis, mais en fait, c'est quoi cet événement sur la scène ? C'est quoi ? C'est le plus grand spectacle vivant de la planète. Donc ne va pas chercher des gens de l'image, ne va pas chercher des gens, certes, qui font de la danse aussi talentueuse soit-il, il faut quelqu'un qui soit plus spectacle vivant que ça. Donc pourquoi tu vas pas regarder dans le théâtre, dans ce qui est fondamentalement des gens qui manipulent cette matière vivante. Et là, on m'avait déjà parlé de Thomas 2-3 fois, comme d'un certain nombre d'autres gens. J'avais commencé à regarder un peu, etc. Et je me repenche un peu sur ce qu'il a fait. Je revois effectivement son parcours et je redécouvre que Thomas avait, je le dis parce que c'est vraiment ça qui a été structurant, je vois que Thomas avait fait du Shakespeare à Angers dans son théâtre, dans le théâtre qu'il gérait à l'époque, jusque-là rien de nouveau, mais qu'il avait fait un Shakespeare de 48 heures entre guillemets, en fermant les gens dans un théâtre pendant 48 heures. Là, toi, tu dis ça m'a quelqu'un qui fait du Shakespeare 48 heures dans un théâtre à Angers, c'est ma cam. Ne peut pas être complètement inintéressant. Et du coup, je vais le voir. Alors que je sais depuis 6 mois que je dois décrocher mon téléphone pour le faire, mais qu'encore une fois, j'avais d'autres types de réflexions jusque-là. Et on se voit un soir. Où ça ? Dans une rue de Paris. Il est arrivé en short et à mouille. Moi, j'ai jamais été vraiment en costume. T'es pas costume cravate. J'étais pas complètement dépareillé par rapport à lui. Et on se retrouve tous les deux sur un trottoir, sur une table de bar. Et on prend une bière. Il est 8h du soir. Et on commence à discuter. Et on a dû se faire sortir par le bar à 3h du matin. On avait déjà commencé à travailler. Donc, tu sors de là, tu dis c'est lui ? Ah, je sors de là. Le lendemain matin, j'appelle Tony. Je dis, cherche pas, je l'ai. À quel moment dans cette discussion-là, moi j'aime bien ces moments-là où très rapidement, j'ai la personne en face de moi quand je vais recruter quelqu'un et rapidement je me dis, ça y est, je sais. Toi, à quel moment, dans ces discussions, tu te souviens un moment, tu te dis juste... Je crois qu'on commence à discuter à 8h, je crois que je commence à être... je vais à peine exagérer, mais je pense qu'à 8h15, je commence à me dire qu'il y a un truc, quoi. Ouais. Et du coup, je me lâche assez facilement sur les enjeux, surtout sur les doutes, les incertitudes, et lui en fait tout autant, parce qu'il est assez naturel quand il est en confiance. Et tout de suite... on a l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans, quoi. Et je crois qu'à ce moment-là, il dirait, je crois, la même chose, on se choisit ce soir-là. Et bien évidemment, ensuite, il y a les passages obligés, et à commencer par celui de Tony qui le rencontre, mais Tony me suit quasi immédiatement, etc. Et l'aventure est enclenchée. On parle de Tony 2 secondes. Est-ce qu'il y a des choses où il t'a pas suivi, Tony ? Et Tony Estanguet, donc le CEO de Paris 2024. Alors, le bruit qui courait à Paris 2024, c'est qu'il me cédait absolument tout. Mes caprices, moi, je peux te dire qu'il y a un certain nombre de caprices, où il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on m'a dit, il va peut-être falloir se calmer quand même. Donne-moi-en, hein. Écoute... parce que là, voilà. Alors, je vais t'en donner un qui n'a rien à voir avec la cérémonie. C'est pas l'énorme drapeau sur la Tour Eiffel qui aurait dû. Non, mais celui-là on l'a fait. Même si on l'a pas fait le jour J, mais on l'avait testé en vrai. Au début, quand j'arrive, Tony, il me dit on crée cette direction de la création qui n'existait pas dans un comité d'organisation pour me permettre, parce que c'était le souhait de Tony, d'aller proposer des idées où je voulais, quand je voulais sur le sujet. C'est comme ça que je propose de faire le surf à Tahiti et que on décide d'aller dans l'hémisphère sud alors qu'on avait une interdiction d'aller à plus de 30 minutes en voiture du village pour faire un site olympique. C'est toi qui as apporté cette idée-là ? Tout à fait. C'est comme ça que je propose de construire un stade sur la place de la Concorde pour les sports urbains. Donc je propose toute une série de choses. Et en effet, comme disent les gens, les choses se font. Et les choses se font parce que Tony les valide. Et donc, on me laisse jouer quoi sur l'ensemble du sujet. C'était le souhait, encore une fois, de Tony. Puis moi, j'adore ça. C'était la raison pour laquelle tu as rejoint aussi. Hein. Et c'est vrai que, notamment sur cette histoire de sport dans la ville, moi, quand j'arrive, je vois le dossier de Paris, je vois qu'ils sont allés assez loin,
déjà, sur ces épreuves dans la ville. Mais je trouve qu'ils sont pas allés assez loin. Et je dis, ce truc est formidable, mais il faut le pousser. Voilà. Et c'est comme ça que je dis, c'est pas le sport dans la ville, en fait. C'est la ville qui devient un stade. Donc, tout est bon pour que cette ville devienne vraiment le stade olympique, finalement. Parce que c'est Paris, le stade olympique des Jeux. Et à ce moment-là, je pousse les curseurs, je crée le Parc des Champions au Trocadéro, je propose donc de construire un véritable stade place de la Concorde pour les sports urbains qu'on décide de faire, etc. Mais il y avait un certain nombre d'autres choses. Dis-nous. J'ai un regret parce que j'ai encore l'image en tête, mais à l'époque on réfléchit à ce qu'on appelle les sports additionnels, donc c'est là qu'on choisit le breaking sous l'impulsion de Tony pour le coup. Et voilà. Et j'avais à l'époque proposé qu'un des sites de Paris 2024, en l'occurrence pour le squash, donc ce cube de verre, qu'on le pose sur la scène de l'Opéra Garnier, et que l'Opéra Garnier devienne un des stades des Jeux Olympiques. Et ce carré, ce cube bleu sous le plafond de Chagall, l'Opéra Garnier était sans doute une des plus belles images que j'ai sorties. On m'a juste demandé de me calmer à ce moment-là. Et voilà. Ouais, surtout que c'est pas un sport qui a été en plus, oui, et qui va être à Los Angeles en plus pour le coup. Donc, ouais. on va voir. J'avais aussi proposé à ce moment-là de faire le plongeon depuis le milieu depuis le 20e étage de la tour Montparnasse. Et le plongeoir sortait de la tour Montparnasse. et le truc était absolument magique. Et celui-là, on n'a pas dit oui. Celui-là, on n'a pas dit oui. Je continue sur cette cérémonie d'ouverture et on va avancer un peu sur évidemment les éléments, les portraits, les tableaux, parce que c'est des tableaux qui ont été comme ça imaginés, quasiment dessinés. Avant de te poser des questions là-dessus, j'aimerais, tu sais qu'ici on a des pauses qui sont des pauses amicales, on a des pauses vérité, on a des pauses café, ça dépend. Mon invité, on se réinvente nous-mêmes. On va commencer par une pause café. Là, la pause café, c'est que j'ai demandé à des collègues, à des collaboratrices et des collaborateurs, des gens avec qui je passe beaucoup de temps, que j'aime énormément. Je leur ai posé 2-3 questions à côté de machine à café. Je dis, mais quand je vous parle des cérémonies d'ouverture, vous pensez à quoi, vous? On écoute. J'avais énormément aimé le tableau avec Aya Nakamura et la garde républicaine, mais je me souviens que même avant la cérémonie, il y avait déjà des rumeurs comme quoi elle allait effectivement participer à cette cérémonie d'ouverture. Il y a eu une vague de racisme vraiment terrible contre elle. Est-ce que ça vous a étonné ? Personnellement, j'ai particulièrement apprécié la performance de Gojira sur la conciergerie et notamment avec la scène de début avec Marie-Antoinette. Mais on sait que c'est aussi une particularité de l'histoire française et du coup, je me suis demandé, étant donné que c'était rediffusé partout dans le monde, si vous aviez craint les interprétations ou des critiques qui auraient pu émaner notamment d'autres pays sur cette scène-là. Je me souviens de ce fameux tableau qui était inspiré des dieux de l'Olympe, selon Thomas Joly, et qui a provoqué pas mal de polémiques, étant considéré comme une possible moquerie de la scène. Est-ce que ces polémiques et ces interprétations vous ont agacé, Thierry, ou est-ce que c'était quelque chose plutôt d'anecdotique ? Quand tu as créé ça avec Thomas Joly, t'imaginais certaines violences de ces commentaires ou pas du tout? Tu disais, je sais les gars, vous savez quoi, allez-y, on est prêt. Écoute, là je crois qu'en plus, je sais pas ce qu'on va se dire aujourd'hui, tout ça, mais pour moi on est au cœur du sujet, de ce qu'on a voulu faire. Il y a une manière très spectaculaire de voir cette cérémonie, et elle l'était, et de dire j'ai adoré Gojira, j'ai adoré Lady Gaga. Moi ça m'amuse parce que à chaque fois les gens ont leur propre sensibilité, ont aimé un peu plus ceci, un peu moins cela. Très bien. Mais je crois que la chose la plus fondamentale de ce qu'on a essayé de faire avec Thomas, et pour être plus précis, de ce que Thomas a voulu faire, de ce que moi j'ai vu qu'il voulait faire dès le début, et de ce sur quoi je me suis mis à 100% à son service, parce que j'étais 100% convaincu qu'il avait raison, et sur lequel on a fait corps tous les deux, était quelque chose, je crois, d'infiniment plus profond. Et ça consistait à dire que il y avait deux manières de faire une cérémonie, ce type de cérémonie. Il y avait une manière consensuelle,
En clair, je fais 3 tableaux, je fais 12 tableaux, j'en fais 40, je moyenne tout pour éviter justement ce type de remarques, ce type de réaction, et je fais une histoire sans trop de problèmes, que tout le monde va aimer. Digérer correctement. Voilà, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait faire, c'était de dire, au travers de ces 12 ou 13 tableaux, voilà, on va vous raconter ce que c'est que la France. Et la France, c'est pas quelque chose de consensuel. C'est pas quelque chose de moyenné. C'est à la fois d'immenses succès et d'immenses défaites. Mais c'est des valeurs. Et c'est des valeurs que on ne clame plus suffisamment à notre goût. Et on va les rappeler ce soir. Et à partir du moment où on va les rappeler, on va toutes leur donner une personnalité, un angle, une ambition. Et peut-être que dans ces valeurs, il y aura 3 grammes d'insolence, d'impertinence, des choses qui vont déranger, mais c'est ça la France. Et donc, depuis le début, moi je vois, au premier jour, où est-ce qu'il veut aller, je suis absolument convaincu qu'il a raison, qu'on va dire des choses, que tout ne va pas plaire, mais qu'à la fin, eh bien, les gens qui auront aimé tel élément, moins aimé tel autre élément, auront une impression générale que c'est ça la France auquel ils appartiennent. Et que c'est une France dans laquelle tout le monde ne pense pas la même chose, mais qui peut se retrouver autour d'un certain nombre de choses dont aucune n'est tiède. Parce que rien de ce qu'on a essayé de faire n'est tiède, et c'est totalement volontaire. Est-ce que dans cette idée, donc merci de le préciser, merci de le dire, en effet, tu as parfaitement raison, la moyenne est quand même pas ce qu'on doit chercher. C'est vrai que parfois on n'aime pas les gens qui ont trop réussi, on n'aime pas les gens qui ont trop échoué, on aime bien justement être cette moyenne-là, c'est important de le préciser, c'est bien de vouloir aussi de montrer les choses dans leur plus grande perspective. Une question par rapport à ça, toi, est-ce que dans ces tableaux-là, il y a quelque chose que vous avez décidé de ne pas faire, finalement? Je ne parle pas du sujet de la pluie, des choses qui n'ont pas pu être faites. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu t'es dit, non, soit on n'a pas forcément l'artiste qui va être adapté à ça, on ne va pas le faire? Plein de fois. Plein de fois? Plein de fois, soit parce qu'on n'avait pas l'artiste qu'on voulait pour dire ça, soit parce que ce qu'on voulait dire là, la réflexion avec Thomas nous amène à dire que c'est peut-être pas la bonne manière de le faire. Comme tu le sais, il y avait toute une équipe autour, aussi d'auteurs, d'autrices qui proposaient un certain nombre de choses qui étaient acceptées ou non acceptées, mais on gardait toujours, et Thomas le premier, cette volonté que je viens de t'expliquer en tête, en disant on va dire des choses, on va donner des angles, on va être tout sauf tiède, mais on ne passera pas le cap de une provocation une provocation gratuite. Donc, à partir du moment où ça avait du sens, on était très clair sur le fait qu'il fallait y aller. Mais ce qu'on voulait surtout, c'est que tout le monde, dans toute la diversité de ce pays, à un moment ou un autre de cette cérémonie, puisse trouver quelque chose qui lui ressemble. Et quand on fait chanter du métal, on aime ou on n'aime pas, c'est politique, dans le bon sens du terme. Quand on fait parler, ou quand on met une femme à barbe, c'est politique dans le bon sens du terme. Ça veut juste dire, qui que vous soyez, la France est un pays qui a fait sa grandeur par l'acceptation des différences de chacun. Et c'est ces différences qu'on veut rappeler, et du fait que c'est ces différences qui, quand elles s'additionnent, font la grandeur d'un pays. Et à ce moment-là, depuis un bon moment, on a le sentiment que ce pays l'oublie, et on veut le rappeler. Dans ces tableaux, il y en a un qui te parle plus, toi. Toi qui, c'est comme, c'est comme quand on pose la question, lesquels de tes enfants tu préfères, c'est pas forcément évident. Pour les mêmes raisons que tout ce que je viens d'expliquer, et parce que pour moi c'est l'élément de fond, parce que, encore une fois, moi je reste, aujourd'hui, s'il me reste une chose, si je suis aujourd'hui éternellement reconnaissant à Thomas et de ce qu'on a fait ensemble, et de ce qu'il a apporté, et de ce dont je veux aujourd'hui m'inspirer pour le reste de ce qui me reste à faire, c'est que vraiment, ce discours de tolérance et de diversité, je ne veux plus le lâcher. Et
Et si à ce moment-là, on reste sur cet élément de fond, en dehors de j'ai préféré la beauté de ceci ou l'esthétique de cela, moi, par exemple, en pure esthétique, j'ai adoré Gojira parce que je trouvais qu'il y avait une énergie incroyable et j'ai tout aimé dans ce tableau. Mais si je dois aujourd'hui dire, il y a un tableau qui représente beaucoup plus tout ça que ce qu'on a voulu faire le plus fort sur le sens, c'est objectivement pour moi celui d'Aya. Celui d'Aya qui sort de cet Institut de France, temple du classicisme, qui chante Pouki et Dja, dont on sait que les semaines d'avant, comme on l'a rappelé là, ont généré son flot de commentaires, retrouve la garde républicaine, autre temple du classicisme, et qu'à la fin, ce classicisme se mélange avec la modernité, c'est ça un pays. C'est ça un pays qui reste vivant, et je pense que le message de ce tableau-là, il emporte presque tout. Il y en a d'autres qui me plaisent, y compris sur les messages. Mais quand on mélange tout ça, c'est objectivement, je pense, celui qui est le plus important, en tout cas. Donc là, on explique, puisque tu as parlé d'une personne connue, très connue, on a cité d'autres. Les artistes, ça a été compliqué, facile à faire venir. T'as dû passer par les agents des agents. Est-ce que tout de suite, quand ils ont dit les Jeux Olympiques, mais tout de suite, est-ce que ça a été facile ou pas facile, en général? Les artistes, à une exception, les artistes, c'est finalement peut-être la chose la moins compliquée. Parce que tu as entre les mains un objet qui s'appelle la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui fait 1,5 milliard de téléspectateurs, auxquels personne n'est insensible. Et il y en a deux dans le monde qui font cet effet-là aux artistes, c'est le Super Bowl d'un côté et la cérémonie d'ouverture des Jeux. C'est d'ailleurs les deux seuls dans lesquels ils viennent chanter gracieusement. Il n'y a pas de cachet. Personne n'a jamais été payé, tu le confirmes. Non, pas de cachet, non. Et c'est les deux seuls qui peuvent imposer ça. Donc ce que je veux dire, c'est que 99% des artistes à qui tu vas proposer ça, bien évidemment, ils regardent la proposition artistique, il ne faut pas leur faire n'importe quoi, et il faut que ça leur plaise et que ça corresponde à ce qu'ils veulent faire, mais le préjugé de départ est très favorable. Et il y a un artiste qui a dit non, que tu aurais bien aimé avoir? Il y en a... il y en a beaucoup. Il y a un duo qui a dit non et qui a été le contre-exemple. C'est les Daft. Tout le monde se souvient de l'épisode et de la maladresse qu'on a eue quand on a essayé de les avoir et de la petite polémique qu'il y a eu. Mais parce que eux ils sont dans une toute autre logique personnelle et que le sujet n'était pas du tout le milliard et demi de téléspectateurs, ils s'en foutaient complètement. Beaucoup de gens, et encore une fois on peut trouver ça remarquable, moi je trouve ça assez remarquable de sortir du classique, parce que là on parle des Daft Punk, qui évidemment pour beaucoup de gens un groupe phare qui a fait beaucoup danser et beaucoup écouter, et c'est vrai que moi je trouve ça assez fort, le fait qu'ils aient mis un casque pendant toute leur vie, qu'ils soient éloignés de ce monde-là. Moi j'ai un profond respect pour eux, même si, comme toi, j'ai regretté de ne pas les avoir pendant cette cérémonie. Une autre personne qui est très connue, qui a créé une petite polémique en disant on m'a pas appelé, c'est David Guetta. Toi, c'était... je vois que ça a été... Non, c'est un non polémique. Ça aurait pu de logique, c'est quand même quelqu'un de... Ouais, en fait... Franchement, j'ai pas envie de dire des choses qui dépasseraient un peu la pensée ou qui seraient... Je pense que c'est une polémique qui, là, pour le coup, n'était pas à son niveau. D'accord. Et il avait tout à fait été appelé. Il a été appelé pour la cérémonie dans laquelle on l'imaginait, qui était la clôture des Jeux paralympiques, dans laquelle on a fait toute l'histoire de la musique électronique française. Donc il y avait plus que sa place. Il était effectivement naturel là. Et il y a eu ce petit mouvement d'ego sur et pourquoi on m'a pas appelé sur la première, mais c'était pas le sujet. Enfin, qu'est-ce qu'on voulait dire? Il n'y avait pas la place. Oui, on fait pas une cérémonie en ouvrant le classement des charts. On fait une cérémonie en regardant ce qu'on veut raconter et qui peut le raconter le mieux. Ce n'est ni pour ni contre personne. Ce n'est ni un palmarès ou un podium des chanteurs. La grande difficulté qu'il y a eu pour toi, c'était de garder secret une partie de tes cérémonies, parce qu'évidemment,
il y avait un peu de monde. Là, on parle de 2000 artistes sur la cérémonie d'ouverture, donc beaucoup de gens qui pouvaient parler. Alors l'intérêt, c'est qu'il y avait des tableaux, donc tout le monde n'était pas au courant du reste. Comment tu as réussi à gérer cette partie importante? Les premiers, évidemment, dès que les gens, et après, ils mixaient les choses. Donc toi, ça t'amusait. Ah, donc c'est Aya Nakamura qui va chanter du Edith Piaf, et donc c'est ça qui sortait à la fin. En fait, les gens commençaient à mixer un peu tout. Toi, là aussi, tu essayais de garder ça, où tu savais que de toute façon, ça allait être très compliqué de garder, parce que tu avais trop de monde impliqué. La confidentialité, ça a été un gros sujet pendant tous ces mois. Ça m'a valu beaucoup de gens m'en ont beaucoup voulu. Parce que ça tranchait encore une fois avec les habitudes d'une cérémonie, d'un spectacle, où normalement on fait une répétition et tout le monde est en costume et on fait plusieurs répétitions et on répète et on filme ce qu'on répète. Bref, on fait ce qu'on fait dans un spectacle, sauf que dans un spectacle on est dans une salle, les portes sont fermées et on peut bien faire ce qu'on veut, ça ne génère pas de difficulté. Quand votre salle de spectacle c'est la scène, le fleuve, ce coup-là, que les portes sont pas complètement fermées, qu'il y a juste 10 millions d'habitants autour, alors à ce moment-là, on est obligé de jouer un autre jeu. Et même si ce jeu-là, personne ne l'a jamais joué, il faut être capable d'y jouer. Moi, j'ai imposé ça, contre beaucoup d'habitudes du monde du spectacle, du monde de l'événement, d'angoisse tout à fait légitime de techniciens qui veulent savoir si tout fonctionne. Et j'ai dit non. Et j'ai tenu cette barre. Le seul qui trouvait que je ne la tenais pas assez, c'était Tony que j'avais sur le dos en me disant « Mais c'est pas assez confidentiel », alors que tout le reste de la planète trouvait que j'étais complètement psychorigide. Mais c'est assez marrant. Mais voilà. Et j'étais convaincu. Et pour le coup, c'était la conviction de Tony aussi depuis le début, qu'une partie du succès serait dans la surprise, et que cette surprise nous obligeait à faire un certain nombre d'impasses, encore une fois, et donc de prise de risque, et que on avait peut-être, et on était peut-être en train de faire le show le plus risqué de l'histoire, sans filage, qu'on allait se rajouter encore une ou deux contraintes. Donc j'ai imposé des répétitions complètement déstructurées, des répétitions avec une partie des danseurs, sans les costumes, sans la musique, ici en pleine nuit, alors que c'était 2 jours avec ils sont devenus tous à peu près chèvres, mais je crois, à la fin, en tout cas c'est ce que les gens ont dit, et je pense que c'est juste, on est assez bien réussi à tenir cette confidentialité, que la surprise était là. Je crois pouvoir dire que les gens ne s'attendaient pas à voir ce qu'ils ont vu. Là où c'était un peu moins jouable, c'était sur le plateau artistique, parce que trop de gens au courant. Ce qui nous a sauvés sur le plateau artistique, c'est la multiplication des bruits. C'est-à-dire que quand on voit le premier nom qui sort, on dit merde, c'est vrai, on est un peu emmerdé. Mais toutes les semaines, il y en a un, il y en a des bons, il y en a des pas bons. Et à la fin, comme quand on dépasse les 25 noms, avec la moitié de vrai, la moitié de faux, plus personne ne sait qui vient. Donc c'est très bien. Voilà. Donc là, on se retrouve au mois de juillet, fin juillet. Une date qui est, selon Météo France, la date la plus sèche de l'année. Donc là, on est quel jour? Le 26 juillet. 26 juillet, quand tu regardes, parce que je me souviens de la discussion qu'on a eue il y a quelques années de ça ensemble, quand on parlait de cette cérémonie, on disait qu'il y avait 2 sujets majeurs qui pouvaient faire que ça capote ou que ça puisse poser un vrai problème, la sécurité. Et là aussi, encore une fois, merci les forces de l'ordre, les services de renseignement et autres, parce qu'il n'y a eu aucun problème de sécurité majeur. Et puis, le soin, pour toi qui était une autre vraie galère, c'était stade ouvert, la scène, la météo. Et là, c'est pas une petite pluie, c'est pas une bruine qui arrive. C'est comme rarement on a été draché. Donc, toi, tu le vois le matin, tu dis c'est pas possible, tu dis tout ça pour ça, tu t'es déprimé. On se souvient, d'ailleurs on fait je fais juste une aparté sur un documentaire, 2 documentaires que je conseille à tout le monde de regarder,
4 épisodes qui ont été diffusés sur France Télévisions qui s'appellent Les yeux dans les jeux, si je me trompe pas. Hein, la grande scène. Il y en a 2, hein, tu sais. Il y en a la grande scène, ça c'est sur ça c'est sur spécifiquement cérémonie. Sur la cérémonie. Faites-le. Et pour ceux qui n'ont pas souvent vu Thierry, vous allez voir beaucoup Thierry dans ça. Et puis tu as une deuxième qui est les 4 épisodes avant et après les jeux, ou avant, pendant et après les jeux, qui sont à vraiment regarder. On voit Thomas en pleurs. Donc toi, on ne voit pas en pleurs à ce moment-là, mais t'es en pleurs toi le matin? Non. Comment tu gères quand tu te réveilles quand même? Non, parce que je peux pas. Parce que Thomas, lui, il peut. Bah, en fait, c'est pas. Enfin, comment dire? Le 26 juillet, Thomas, il a fini son boulot. Ouais. C'est le moment des équipes. Non, quand je dis il a fini son boulot, ce que je veux dire, c'est que c'est le jour des producteurs, des techniciens. Ouais. C'est plus artistique, tu dis c'est fait, ça a été décidé. Maintenant, il faut que ça délivre. C'est le jour où le truc joue. C'est le metteur en scène. À un moment, avec Thomas, on a failli se dire que le 26 juillet, on serait sur un toit à regarder. Mais de toute façon, nous, on avait fini. Alors moi, j'avais pas complètement fini parce qu'on m'a gentiment demandé de commander ce qu'on appelle le centre de commandement d'une cérémonie où on avait 400 personnes enfermées dans un énorme bunker et qui pilotait donc toute cette cérémonie. Donc j'ai pas vraiment pu aller sur mon toit, mais voilà. Donc moi j'ai pas le choix quoi. Ouais. J'ai 6 ans de travail, j'ai 20 000 personnes qui sont sous mes ordres ce jour-là et qui sont tout aussi déstabilisés que Thomas ou moi le matin en regardant ça, et qui sont là en disant on fait quoi? Donc moi je regarde, je vois le truc, je suis bien évidemment tout aussi voilà. Maintenant ça fait allez, jusqu'à mi-juillet il y avait une certitude sur le beau temps, donc c'était même pas un sujet. Ouais. Depuis 8-10 jours, on voit que c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ça change tous les jours à l'époque. Mais les 8 derniers jours, on n'est pas serein. Donc, moi, je sais que ça va arriver. Après, pas à ce niveau-là, pas à cette intensité-là. Non. Sur l'intensité, bien sûr que non. Mais je sais qu'il va pleuvoir. Et je ne me doute pas de la soirée qu'on va passer. Mais je me mets dans cette configuration-là. Donc, moi, je me lève. Je regarde, je mets mon armure, c'est même pas un jean que j'enfile, c'est une armure, et je pars au combat. Ouais. Et je pars dans cette disposition-là. Et j'arrive au centre de commandement, je prends tout le monde sous le coude, et je dis tout le monde en salle de crise, dans 10 minutes, et je veux voir tout le monde. Et je dis, maintenant, je vous donne 30 minutes, je veux tous les scénarios, sur tous les tableaux, sur mon bureau dans 30 minutes, pour qu'on puisse d'ores et déjà prendre un certain nombre de décisions, de ce qu'on va garder, de ce qu'on va tourner là avant que la pluie arrive et qu'on diffusera en différé, de ce que je dois potentiellement annuler pour préparer la soirée. Et tout le monde, à ce moment-là, est dans un état de concentration, m'écoute, fait ce que je dis, et revient une demi-heure après en disant voilà. Et Thomas et son équipe sont aussi là autour, et parce qu'il faut à ce moment-là quelqu'un qui ne laisse pas passer ses sentiments, même s'il a autant envie que les autres de fondre en larmes. Voilà. Et là-dessus, donc justement pour les gens qui l'ont pas vu de l'intérieur, qu'est-ce que tu as changé? Écoute, on a créé des conditions en fait de pouvoir adapter en permanence la cérémonie selon l'intensité tout au long de la cérémonie. Donc on a nos fameux 12 tableaux, 13 tableaux. Arrête, on a 13 là, c'est pas possible. On a essayé d'éviter de dire 13 pour ça. Mais, on a des équipes dédiées par tableau. Chaque équipe me prépare les enjeux et les possibilités de... D'ailleurs, je prends un exemple. Lady Gaga, elle démarre, elle répète le matin, on voit qu'il va pleuvoir 1 heure après, on décide de faire une répétition devant les spectateurs, alors que la cérémonie n'a pas commencé, de la filmer et d'utiliser cette captation devant les spectateurs au moment du live, pour éviter la pluie à ce moment-là, parce qu'il y a des escaliers, parce que des danseurs peuvent tomber. D'ailleurs, il y en a un qui se fait mal à la cheville sur cet enregistrement. Voilà. Donc là, on se dit, ok, ça, je l'enregistre, et je l'ai sous le coude, et je vais le passer, si jamais je ne peux pas faire le live. Et c'est ce qu'on fait.
d'autres tableaux, je dis, je veux savoir quel est des toits. Sur les toits, on doit avoir 300 danseurs. J'ai des toits plus dangereux que d'autres. Je veux savoir quels sont les toits qui sont en danger, qui sont dangereux, quels sont ceux qui ne le sont pas. Sur les toits qui sont dangereux, je dis, ceux-là, on les a répertoriés. À quelle minute je dois prendre la décision de envoyer ou pas les danseurs sur ces toits? Je dois la prendre à H-30 minutes du tableau. On sait qu'à H-30 minutes, j'ai quelqu'un au casque qui va m'appeler en disant, Thierry, c'est quoi ta décision? Et à H-30 minutes, je dis, ce tableau-là, ces toits-là, le A, le B, le 12, le 24, on monte pas. Ceux-là, on monte. Tout est calibré comme ça dans la journée pour que en live, je puisse pouvoir dire oui, non, toutes les 10 minutes sur tout un tas de scénarios. Céline Dion, elle hésite, parce que là, il pleut depuis maintenant 3 heures, des grosses pluies comme il y en a rarement. Elle hésite, son entourage hésite. Comment ça se passe à ce moment-là? Elle n'hésite pas, mais son entourage hésite. Et pour moi, c'est un moment charnière, parce que c'est des discussions qu'on a plutôt au début, dès le début de la cérémonie, cet élément remonte. Et moi, je sais que si la bosse, entre guillemets, craque, je me retrouve en situation de faiblesse vis-à-vis de l'ensemble des artistes. Alors qu'à l'inverse, si elle montre l'exemple, vraisemblablement, on se retrouve en position pour que tout le monde suive le mouvement. Donc oui, l'entourage, et on peut le comprendre, hésite, puisqu'ils sont là pour protéger, bien évidemment, leur artiste, et nous suggère là encore, plutôt la faire chanter depuis le Trocadéro. Et c'est elle, et ça, il faudra un jour lui rendre cet hommage-là tout à fait officiellement, mais c'est elle qui dit, moi les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il est hors de question que je ne chante pas depuis la Tour Eiffel. Il peut pleuvoir, ça peut être la tempête, etc. J'y serai et je chanterai. Et ça, forcément, ça se sait, radio, cérémonie, puis en plus on se prive pas pour montrer l'exemple, mais et pour le dire, mais voilà, et c'est immédiatement, ça crée un vent d'enthousiasme chez partout, chez les danseurs, ça crée, et là, ils y vont tous, et c'est sans doute un des points de bascule, ouais. On parle de cette cérémonie d'ouverture, on va parler aussi de la cérémonie de clôture. Je sais à quel point pour toi les 4 cérémonies étaient essentielles. Cérémonie d'ouverture des Paralympiques, on y viendra dans pas longtemps. Cérémonie de clôture, parce que là aussi tu te retrouves avec, et je vais lire quelques, parce que c'est ceux que vous avez créés avec Thomas. Edith Piaf par Zao de Zagazan, donc là c'est le piano suspendu d'Alain Roche. On est sur Night Call de Gavinsky, reprise par Angèle. Exceptionnel cette Angèle, hein. Franchement, on a la chance d'avoir... Tu sais, souvent, je dis ça, il y a certains artistes qu'on aime beaucoup. Il y en a certains qui gardent, malgré un succès phénoménal, une vraie fraîcheur, une vraie gentillesse. Et Angèle en fait partie. Phoenix, la cascade de Tom Cruise, on va en reparler, ou la finale d'Iseut. Toi, là-dessus aussi, dans cette haute cérémonie, qui est évidemment plus... plus normée, parce que là, t'es revenu, on t'a remis, on t'a dit, ça suffit, on te remet dans un stade, Thierry. Avec Thomas, là-dessus, il y a un moment aussi que tu trouves privilégié. D'abord, il faut juste faire une toute petite parenthèse, si on a le droit. On reparle de ces moments-là, ouais. Mais on parle beaucoup du duo que j'ai fait avec Thomas et de quand le président de la République, dans son discours de remerciement, avait appelé les 3 T entre Thomas, Tony et moi. Mais là, sur cette dimension artistique-là, et notamment musicale, il ne faut pas oublier Victor Lemann, qui est le directeur musical des cérémonies, qui... Un autre génie. Oui, qui est complètement... qui a... C'est tout ce qu'on espérait avec Thomas, mais qui a tout explosé, montré au monde entier son talent. Il est bien évidemment en permanence initiateur ou donnant son avis ou s'opposant ou suggérant autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière très collégiale avec Thomas, Victor, également une partie de l'équipe dédiée à la musique, et notamment avec Mathias Lelier de Live Nation, qui était
l'homme qui parlait à l'oreille des artistes. Voilà, donc on est quand même dans une dynamique collective là-dessus, et Victor fait largement œuvre de son leadership dans ce domaine-là. Je ferme la parenthèse, parce qu'il faut le dire. La cérémonie de clôture, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première cérémonie, la cérémonie d'ouverture, c'est tellement un ogre qu'elle a tout bouffé, nos énergies, nos temps. Elle compte triple ou quadruple par rapport, si on regarde quantitativement l'énergie qu'elle a pris, elle mange tout. Donc, on se retrouve assez vite avec Thomas, parce qu'on est totalement mobilisés, lui et moi, sur cette cérémonie d'ouverture hors norme, dans un cas de figure dans lequel on doit ne pas oublier les trois autres et veiller à ce qu'elles puissent vivre leur vie, même de manière un peu, ici ou là, autonome. Donc on se réorganise assez vite et on se dit, bon, la première, elle est forcément collective, c'est trop compliqué pour qu'il en soit, bien évidemment, autrement, puis il n'y en a pas question, de toute façon. Les trois autres, on réagit un peu différemment. La cérémonie de clôture est assez signée Thomas et son équipe, donc il est assez présent, et il délègue notamment Kevin Vives dans son équipe qui prend le leadership donc sur cette cérémonie de clôture. Donc on réorganise un peu les choses. La cérémonie d'ouverture paralympique Place de la Concorde, on décide que c'est Alexander Ekman, chorégraphe suédois que moi j'adore, que j'ai voulu dans ces Jeux Olympiques depuis le premier jour, avant même rencontrer Thomas, qui va piloter cette cérémonie d'ouverture paralympique de manière assez autonome. Et on décide assez vite que la quatrième, moi je m'y investis un peu, et assez vite, et notamment avec les équipes musique, parce qu'on sait que on veut en faire quelque chose d'assez simple, dans le bon sens du terme. Ça simplifie, en effet. Qui est cette grande fête de sortie autour de la musique électronique. Et on demande là, en l'occurrence, à un des grands talents français qui s'appelle Romain Pisnem, de lui aussi prendre un peu ce leadership-là. Ces quatre cérémonies, quel moment, quelle année, quel mois et quelle année tu dis, ça y est, j'ai les quatre, je sais? Alors, je suis, moi, un peu plus tordu que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pendant toutes les premières années que tout ce qui compte, c'est l'ouverture olympique. C'est une des raisons pour laquelle tu rejoins, c'est la raison majeure pour laquelle tu rejoins le projet Paris 2024. Oui. C'est le plus grand événement au monde. Et il se trouve qu'en plus, c'est sur celle-là qu'on décide d'aller dans cette idée que je propose sur la scène. Donc on réunit toutes les conditions pour que ça soit obsessionnel. Et du coup, on se dit, s'il faut à tout prix réussir celle-ci, c'est la condition du déclenchement de jeu réussi, c'est ça qui va tout créer. Donc même si on prend, en gros ce que tu dis, c'est même si on prend un peu moins de temps sur les autres. Donc du coup les trois autres, à un moment, sont un peu mis de côté. Et puis, forcément, l'histoire nous rattrape, parce que on peut toujours se dire, oui, bon, on verra, les trois autres, c'est pas, voilà, etc. Mais il y a un moment, et moi je me souviens aussi d'ailleurs, que Tony me dit au début, oui, t'as raison, c'est la première, c'est la prioritaire, et me fait bien comprendre au bout d'un moment que c'est bien gentil, mais qu'il faut quand même réussir. Rappelle-moi combien de personnes ont vu les autres? Bah, tu sais, c'est marrant, parce qu'en fait, quand on fait ces cérémonies, on devient un peu fou, parce que on vous rappelle à un moment gentiment que la deuxième plus grosse audience des Jeux Olympiques, c'est pas la finale du 100 mètres, c'est la cérémonie de clôture. Donc, que c'est bien gentil, mais il y a quand même 500 millions de mecs devant les écrans. Que 500, mais là tu dis que 500 millions. 500. Moi j'ai l'habitude du plus de milliards, quoi. Oui, les gars, 500 millions, je me déplace pas. Non, voilà. Donc en fait, voilà, et on se dit merde. Et il se trouve que comment j'étais arrivé, les Anglais nous avaient dit il y a une connerie à pas faire, c'est que la même équipe fasse les quatre. Bien évidemment, parce qu'ils sont anglais, on se dit nous on va faire les quatre avec la même, parce on va leur montrer que c'est possible. Ils avaient pas complètement tort. On a failli devenir dingue. Voilà. Ce qui nous sauve aussi, pour être tout à fait honnête, c'est que c'est le succès de la cérémonie d'ouverture, parce que ça galvanise les troupes, qu'on repart dès le lendemain matin à l'assaut des trois autres. Là, tu parlais justement de notre cérémonie d'ouverture des paras. Je sais que ça aussi était un point essentiel.
pour toi, mais pas que pour toi, puisque c'est à souligner également, puisque c'est le même comité olympique des comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, c'est le COJOP. Souvent les gens disent COJO, mais c'est bien le COJOP. Encore une fois, j'ai eu la chance, extrême bonheur de faire partie administrateur de ce COJOP pendant des années. Mais tu vois, c'est vrai que dès le départ, il y a une volonté aussi portée par les athlètes paralympiques de dire on ne doit pas être traité différemment. Et tu as écouté évidemment ce message-là pour également ne pas faire ça enfermé dans un stade. Et donc là, Place de la Concorde, t'imagines ça de la même manière, tu en parles, c'est un stade dans le stade qui n'existait pas, parce qu'il faut bien imaginer que quelques semaines avant, il y avait des stades entiers sur la Place de la Concorde, et là, tu as réussi à faire un Lego avec les équipes pour faire un truc assez dingue. C'est même pire que ça, je me fais engueuler par les athlètes paralympiques. Eh ben oui. On a une commission des athlètes à Paris 2024, qui est pilotée par Martin Fourcade, qui réunit des athlètes olympiques et des athlètes paralympiques. Je les vois régulièrement sur toutes les idées qu'on veut faire, les médailles, bref, tout ce qui est de l'ordre des grands moments de ces Jeux. Bien évidemment, je vais les voir sur la cérémonie. Et quand je leur montre la cérémonie d'ouverture olympique, immédiatement, les athlètes paralympiques disent très bien, c'est formidable. Et nous nous, on est en train de réfléchir. Le Stade de France est bien aussi. On a des grosses ambitions, etc. N'imaginez pas une demi-seconde avoir une ambition moindre. On n'avait pas une ambition moindre, mais on n'était pas forcément concentré parti naturellement pour faire rebelote d'une cérémonie hors norme à nouveau. Et ils ne nous laissent pas le choix. Et ils ont raison. Et ils nous disent, non, vous vous démerdez comme vous voulez. On veut on veut le même instant de grâce. Et forcément, on réfléchit même pas. On sait qu'ils ont raison. On sait qu'on va y laisser notre peau parce qu'il faut qu'on en refasse une autre hors norme. Mais on y va parce qu'ils ont raison. Ouais. Et donc là, ça se passe Place de la Concorde. De nouveau, tu nous parlais de ce directeur artistique qui va travailler avec vous et vous deux, avec les 2 T, comme tu disais. De nouveau, d'autres tableaux, d'autres moments de grâce. Quelque chose qui ressort pour toi de ce moment-là. Il y a un instant, il y a quelque chose, tu dis juste, on est bon là. Déjà, cette cérémonie-là, on l'oublie parce qu'il y avait déjà le Stade de la Concorde avant. Mais à la fin, 1 heure après la fin des Jeux Olympiques, nos équipes démontent un tiers de la place de la Concorde pour transformer la place de la Concorde en un stade où on retrouve de la convergence du regard. Il y avait 4 stades finalement, place de la Concorde, chacun étant autonome pour les sports urbains pendant les Jeux Olympiques. On casse des tribunes pour que tout le monde puisse voir le centre de la place. Donc c'est de nouveau un chantier pharaonique pour transformer ça. Donc ça, c'est le premier point. On repart pour reconstruire un stade avec toutes les équipes et de Paris 2024 et des agences de production qui nous accompagnent pour préparer ça, et on a 2 semaines pour le faire. Et puis, la deuxième chose, c'est que on crée quelque chose de complètement nouveau autour de cette idée un peu paradoxale de cette place de la Concorde qui était la grande place de la décapitation pendant la Révolution, enfin de toutes les histoires qu'on peut raconter, y compris d'ailleurs de ce paradoxe du handicap dont on veut parler, et qui est qu'on en parle beaucoup et qu'ils ne peuvent pas prendre le métro, enfin que les villes, etc., toute la non-adaptation des villes modernes encore, et notamment de Paris, pour des raisons principalement historiques, mais au déplacement du quotidien. Donc des athlètes qui vont devenir des héros, et puis qui, 15 jours plus tard, auront des difficultés pour aller de la Madeleine à l'Opéra. Donc on veut parler de tout ça. Et puis on a la chance d'avoir un Alexander Ekman, comme je le disais, qui se saisit de tout ça et qui émet une fibre. Moi, j'ai trouvé la cérémonie d'ouverture paralympique, et je sais que ça a été partagé, je l'ai trouvée particulièrement belle. Je l'ai trouvée particulièrement émouvante et particulièrement touchante. Il y avait un esprit, un esthétisme, une manière de raconter des choses profondes, de manière, avec beaucoup de beauté. J'ai trouvé ça très beau. Là, on parle de tous ces moments-là, ces moments de construction. Toi, en tant que salarié,
mais tu as été rarement salarié dans ta vie. En tout cas, tu as commencé salarié. Donc, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au départ, mais Thierry Reboul commence d'abord à faire Sciences Po et est un élève, on va dire. On définirait ça à l'époque comme un garnement. Voilà ce qu'on disait de toi. En fait, tu étais bon à l'école, mais on va dire, t'aimais pas trop la règle ou l'ordre, on va dire ça comme ça. Et je te retrouve Sciences Po, je te retrouve après travailler à Air France. Donc, c'est comme ça que tu as démarré ta carrière. Et puis, tu fais encore une incursion dans le monde du salarié. Et puis, tu crées en 2000 une agence qui... d'ailleurs, continue à cartonner, qui s'appelle Ubi Bene, qui est une agence d'événementiel. Moi, je te connaissais à l'époque, parce que je t'ai rencontré à l'époque d'Ubi Bene, et tu as fait des choses. Les gens ne se souviennent pas forcément de la personne qui était derrière, mais tu as commencé déjà très tôt à faire des choses sortant du cadre. Hein. Je me souviens d'une tyrolienne de la Tour Eiffel au Champ de Mars. Je me souviens, je crois que c'était un énorme maillot sur la Statue de la liberté française. Je crois qu'il y avait quelque chose sur le buste pour Adidas de Krishna. Enfin, tu as fait quand même des choses assez dingues. Plusieurs questions là-dessus. Tout ce que tu fais quand même, Marc, et on le voit bien depuis le départ, cette discussion entre moi, d'une vraie inspiration. C'est quoi l'inspiration de Thierry Reboul? Moi, mon moteur, c'est l'obsession. Donc, à partir du moment où je suis absolument déterminé à faire des choses qui n'ont pas été faites avant. C'est-à-dire, déjà, toi, c'est obsédé par des choses qui n'ont pas été faites. Déjà, ouais, c'est ça. Hein. Oui, et puis j'ai un ressort qu'il faut pas trop m'agiter parce que ça marche à chaque coup, qui est que dès qu'on me dit l'objectif c'est de laisser une trace, je suis un peu obsédé par cette histoire de trace, de laisser quelque chose. En général, c'est comme dans la poudreuse, si on veut laisser sa trace, il faut trouver des choses un peu vierges pour pouvoir le faire. Si on va sur la piste du bas devant le café des sports, en général, il y en a déjà des traces et on est moins visible. Donc voilà, à partir du moment où on pose ce niveau d'ambition-là, l'obsession, c'est d'y penser jour et nuit. Moi, quand je cherche quelque chose, j'y pense jour et nuit. Et ça me réveille 10 fois, je note des trucs, et puis je recommence tout à zéro. On revient sur ce moment-là, juste, où tu décides. Là, tu es très impliqué dans la candidature, puisque là, on est en 2017. 2017, il y a un moment assez crucial pour cette candidature qui est la fête olympique qui a lieu en juin. Là, tu fais preuve de ta folie douce, de ta folie qu'on aime, c'est-à-dire que tu penses juste à mettre une piste de 100 mètres sur la Seine. Tu commences déjà avec la Seine. Tu fais plonger les plongeurs. C'était merveilleux ces plans qu'il y avait du pont Alexandre III. À quel moment tu prends cette décision folle qui est de quitter l'un pour l'autre? Je la prends... Tu te souviens de la date exacte? J'ai Tony qui vient me voir, qui me propose, en tout cas qui me dit, qui dit songe très sérieusement, et qui m'interroge en fait. Et moi, je sais pas si je devrais dire ça, mais tu peux. J'ai monté ma boîte 18 ans avant. J'en suis extrêmement très fier. Elle marche très bien. J'ai une équipe incroyable. Enfin, je suis très heureux. Et je mets, je crois, entre 1 minute et 2 minutes à dire oui, à dire je lâche tout, je viens. Pas tellement, bien évidemment, parce que je ne tiens pas à ce que j'ai, loin de là. Ma mère m'engueule copieusement d'ailleurs, en me disant « comprends pas, tu montes un truc, ça fait 18 ans que tu l'as construit, tu le lâches en 1 minute. » Mais moi, je sais à ce moment-là que si je dis non, je le regretterai toute ma vie. Et je veux pas vivre avec ce regret-là. Donc je sais que je n'ai pas le choix, en fait. C'est l'histoire de... Est-ce que c'est pas l'histoire réinventée de toi qui vois qu'une cérémonie d'ouverture comme la chose la plus exceptionnelle que tu regretterais? Et là, moi, je pense à ton papa qui rêve d'être garde forestier et qui se retrouve à Gaz de France. J'exagère à peine. Non, c'est ça. Mais c'est... En fait, toi, tu vis avec... Voir quelqu'un qui était ton papa. En fait, savoir qu'il a regretté peut-être toute sa vie de ne pas suivre là où son... Je n'envisage pas ne pas le tenter.
parce que je sais que si je le tente pas, je m'en voudrais, mais alors... Et que donc je suis coincé, en fait. À partir du moment où Tony vient me voir en me disant et en plus, je te donne tous les joujoux que tu veux, et je te demande même d'y jouer, et peut-être même je vais t'engueuler si tu les secoues pas assez. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis mort. C'est le truc est plié. Est-ce que dans toute cette période-là, donc pour rassurer les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, cette agence n'a pas périclité, puisque elle fonctionne encore tellement bien, peut-être un peu moins ces coups de folie qu'elle pouvait connaître avant, mais en tout cas, tout se passe bien. Tu nous rassures, tout va bien. Ah, très bien. Et elle continue à porter ce pourquoi elle avait été créée, effectivement, pour faire ces choses un peu iconoclastes, parce que dans ce métier-là, on fait bien les choses pour ses clients quand on est iconoclaste. Beaucoup de gens que j'ai reçus ici, encore une fois, c'est un chapitre du livre Pause que j'ai écrit, et me parlent je leur pose souvent la question, mais ces succès que tu as pu avoir, ces moments, je parle pas de grâce, mais juste que tu as atteint des objectifs, c'est déjà très important. Est-ce que c'est plutôt parce que tu as un talent inné? Est-ce que c'est parce que tu as une équipe incroyable? Est-ce que tu travailles plus que les autres? Toi, quand tu parles d'obsession, c'est que ça va forcément que tu travailles tout le temps. C'est que t'es une machine. Ou est-ce que c'est un mix? Comment toi tu le définis, cette partie-là? Tu travailles beaucoup, toi? Oui. À partir du moment... Enfin, moi, j'ai passé 6 ans en mode machine. J'ai été entouré par une équipe incroyable qui a passé 6 ans en mode machine et qui l'a accepté de son propre gré, bien évidemment, et qui l'a porté. C'est pas des projets, surtout quand on veut faire des choses que personne n'a jamais fait, c'est pas des choses qu'on peut faire à part-time, quoi. On peut dire que c'est raisonnable ou que ça l'est pas, mais on peut pas le faire à moins de 1000%, c'est impossible. C'est presque de l'ordre du sacré, quoi, de quelque chose qui vous dépasse. Donc on y va corps et âme, ouais. On parle, et on a parlé de deux choses, des pauses. Là, on va avoir une pause amicale. Une pause amicale, pas très compliqué à comprendre. C'est quelqu'un qui va plutôt t'aimer, t'apprécier, qui va te poser une question et qui vient ici pour poser cette question-là. C'est quelqu'un dont nous n'avons pas parlé, mais qui a été important à 2 moments, en fait, 2 cérémonies. La cérémonie de clôture, où il y avait cette musique, c'est l'histoire de la musique. Et puis, il y a une 5e cérémonie dont on parle très peu, qui a eu lieu après à l'Arc de Triomphe. Mais écoutons, c'est notre camarade Martin Solveig. Salut Thierry, merci encore pour ton accueil lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, qui est un moment que je n'oublierai pas. Dans ta vie, tu as relevé beaucoup de challenges que certains pensaient impossibles et fait pas mal de provocations, fait des choses incroyables. Ma vraie question, c'est quels sont les challenges qu'il te reste à faire? Il est sympa, il dit peut-être que t'en as un seul, c'est tranquille, aller à Marseille, et puis voilà, les calanques, mais... D'abord, je confirme qu'il est très sympa. Il est sympa, hein. Et en dehors du fait d'être... talentueux au possible. Et il a été assez incroyable, d'humilité, de transmission, de collectif. On dit souvent que les artistes sont des gens générateurs de leur propre ego, mais là, en l'occurrence... C'est lui qui a pris la place de David. C'est lui qui a pris la place de David Guetta, alors, à la fin? C'était ni la place, ni quoi que ce soit, il l'avait déjà. Non, mais il a pris une grande place. Il a pris une très grande place, mais il l'avait avec ou sans. Oui. Et on voulait depuis le début que tous ceux qui ont fait l'histoire de la musique électronique aient leur place. Donc, il l'avait. J'ai pas la réponse à cette question. Donc, merci de me l'avoir posée. Non, mais c'est... Non, mais quand je parle de challenge, c'est pas uniquement le projet de demain. Toi, et tu le sais très bien parce que tu as ces discussions-là, et c'est une discussion avec certains membres de Paris 2024. Il y a une énorme question qui est après 10 ans pour certains, 6 ans pour toi, même parfois plus court, qui ont passé tellement d'énergie. C'est le après. On parle de cette petite mort qui est là après. Là, je parle pas uniquement du projet de demain. C'est là, est-ce qu'il y a un challenge, un truc que tu t'es dit? Très souvent, tu avais ce truc-là en disant le plus grand événement, là, tu veux me parler des Super Bowl. Peut-être que ton prochain projet, c'est de faire un Super Bowl un jour. Mais ça peut être ça. Est-ce qu'il y a un truc dingo que tu te dis? Non. En fait, il faut que j'arrive à changer de logiciel aujourd'hui. Parce que si je garde le logiciel qui m'a drivé jusqu'à ces dernières semaines, j'ai fait de manière iconoclaste
et pour la première fois, le plus grand événement de la planète. Je peux pas faire plus gros, je peux pas faire plus ambitieux que ce que je viens de faire. Et malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'essayais toujours d'appliquer mes recettes en essayant à chaque fois de faire un peu plus ambitieux et un peu plus gros. Donc aujourd'hui, je suis au bout de ce chemin-là. Donc je ne peux pas rester dans cette logique. Et c'est tout ce qui, à nouveau, m'empêche à nouveau de dormir en ce moment, c'est que je sais que je ne peux pas réfléchir de la même manière. Je sais que si je continue à faire un certain nombre de choses, je dois modifier le logiciel. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir faire des choses qui m'excitent, donc forcément un peu particulières, donc forcément avec un niveau d'ambition assez fort. C'est comment, dans quel registre et dans quelles conditions, tout ça, ce sont des morceaux de puzzle qui, pour l'instant, le truc, il est sur la table, il est complètement en chantier. Quand la lumière s'éteint le 26 au soir ou le 27 au matin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu as écrit intérieur, tu es avec ton équipe là, mais à quel moment, quand tu vas te coucher là ? Quelques moments après, quelques heures après ? C'est un kiff exceptionnel où tu dis juste non, on est juste au début du truc. Non, ce que je disais le tout début, tu ne peux pas imaginer le soulagement. J'ai 12 blocs de béton qui ne sont plus sur mes épaules. Tu souris ? Je suis terriblement frustré parce que j'ai passé une soirée pas très agréable. T'as pas profité. J'ai pas vraiment kiffé. J'ai rien vu. Enfin, si ce n'est par écran, bien sûr, interposé. Je n'ai toujours pas revu la cérémonie. Tu l'as pas revu ? Non, incapable. Incapable ? C'est trop tôt, là. Non, j'ai tellement fermé tous mes sentiments à double tour pour tenir la baraque. On va arriver ensemble avec une boîte de Kleenex, en fait. Je pense que je suis comme je suis un barrage de DF, quoi. C'est-à-dire que le truc, si jamais il y a une fissure, le truc, c'est extra. Ça va être là, le raz de marée. Donc, je sais que je ne suis pas émotionnellement capable de la regarder encore. C'est trop mignon. Voilà. Je regarde des extraits. Bien sûr. Il y a 2 jours, je sais plus où je parlais, j'ai des extraits, j'étais déjà limite. Mais ceci étant, comment tu as vécu, toi, mais c'est pas quelque chose que j'ai trouvé facile, la captation. Parce que toi, tu avais beaucoup travaillé là-dessus. On a beaucoup travaillé avec Thomas et les équipes très difficile sur ce sujet-là. On l'a anticipé à mort. Ça, c'est la seule chose que tu n'as pas maîtrisée. Oui, c'est un combat que j'ai perdu. Je pensais qu'il fallait qu'on ait notre propre réalisateur. On n'a pas voulu mener ce combat pour des raisons que je peux comprendre. Il faut expliquer que c'est le CEO qui a la main sur la captation vidéo et donc il n'est pas géré par Paris 2024. Tout à fait. C'est une filiale du CEO qui gère les droits télé qui sont considérables. Qui sont considérables en termes économiques, bien sûr. Donc ils sont très centralisateurs là-dessus. Les Anglais avaient mené ce combat, ils l'avaient gagné quand ils avaient imposé Danny Boyle. C'est les seuls. Moi, je pensais qu'il fallait qu'on mène ce combat. On l'a pas fait, encore une fois, pour des raisons que je peux comprendre. Il faut dire aussi que c'était un combat qu'il fallait mener le premier jour. Donc, c'est pas simple, le premier jour, d'arriver et de dire... et de mettre le feu. Voilà, donc... Ensuite, c'est vrai que moi, quand je l'ai vu... Et ensuite, on a accepté de tout à fait bonne grâce, Thomas et moi les premiers, de travailler avec le réalisateur qu'on nous avait proposé et qui avait l'air d'être tout à fait dans la volonté de compréhension et de partage et de travail en commun. On a beaucoup travaillé à l'avance. Il faut dire que on leur a collé un objet qui est quand même pas d'une complexité folle. Voilà, ceci étant dit... c'est certainement si je dis que c'est pas une déception voilà, je pense que le travail était extrêmement perfectible. Je sais. Et je suis extrêmement gentil, de peur d'être censuré par nos amis et en plus on les aime beaucoup, les amis du CEO, mais c'est vrai que je l'ai vu, je l'ai senti, c'est vrai que quand je voyais des choses je me dis tiens, c'est pas la patte de Thierry derrière. Alors encore une fois, à leur décharge, il n'y a pas de répétition possible sur les 4 heures c'est un animal extrêmement compliqué, complexe, mais en effet, c'était une petite déception. Oui, mais je crois que le CIO, dans
ce qui obligatoirement doit être sa vision du futur, puisqu'ils sont forcément dans l'anticipation de ce qu'est un événement qui doit survivre à chaque génération, doivent aujourd'hui être capables de réfléchir froidement à ce sujet-là et à regarder les voies et moyens d'améliorer ce type de choses, parce que la captation télévisuelle, c'est le nerf de la guerre du futur des Jeux Olympiques. En tout cas, il y a une bonne partie du nerf de la guerre du futur. Surtout quand tu te retrouves avec 1,5 milliard de personnes devant leur télévision. Là, on parlait de ces moments et une seule partie de ce qui a fait ta vie ces dernières années. On va parler d'autres éléments un peu plus rapidement, mais c'est important de le souligner, parce que c'est toi aussi qui a impulsé, qui a dirigé ça. Le nouveau logo, là aussi, comment ça se passe un logo? On est parti sur un logo, moi j'adorais le logo avant toi, qui était le logo de Paris 2024 avec la Tour Eiffel. Et moi je me dis, oh là là, on va peut-être l'avoir plein d'années. Et puis t'es arrivé, mais pas du tout, comment tu veux qu'on garde ce logo? Et c'est vrai que quand je regarde, c'est pour ça que je le dis, parce que moi qui aime bien l'innovation, là j'aimais bien quelque chose qu'on avait. Et tu as eu tellement raison de totalement changer ce logo qu'on voit là, hein, qui est cette flamme avec, qui ici aussi. Donc ce logo, facile, comment ça se passe? Tu travailles avec des agences, classique. Comme sur tout ce qu'on fait, on regarde ce qui s'est fait avant, on dit déjà ça sera pas ça, et ensuite on reprend qu'est-ce qu'on veut dire, et on essaie de regarder dans quelle forme novatrice on peut le faire. Moi, ce que j'aime dans ce logo, c'est une chose fondamentale, c'est que le logo de nos Jeux était une femme. Je trouve ça plus intéressant que ça soit la Tour Eiffel par rapport à la Tour Eiffel, que ça soit une femme, parce que ça raconte notre combat pour la parité, et le fait que oui, ces Jeux seraient symboliquement portés par cette âme féminine, c'est ce qui me plaisait le plus. Dans les autres sujets qui étaient importants dans le logo, c'est notre frige. Donc là, la frige, toi tu me disais, franchement, s'il y avait un truc qu'on aurait pu je la prends parce que j'adore. Si, elle est souvent avec nous. Si j'aurais pu laisser ça à quelqu'un d'autre, c'est pas forcément le sujet le plus simple qu'on t'a donné. Hein. Ouais, moi, c'est quand elle va nous accompagner. Quand Tony me met dans l'escarcelle tout ce qui sont un peu les grands symboles d'image des Jeux, les trucs, tout, enfin les cérémonies, les médailles, les idées qu'on me laisse avoir sur les sites, le logo, bref, et que là-dedans la mascotte, c'est pas le truc qui m'emballe le plus. Je suis tout à fait honnête. Je sens le truc casse-gueule. Je regarde les mascottes. Je suis pas un énorme fan au départ de cet objet-là. Tu voulais pas un écureuil, quelque chose comme ça? Je vois ce qu'ont fait les autres. On peut pas dire que ça me transporte. Je vois pas vraiment de référence ou de grand succès sur le sujet. Je vois au contraire, sur tous les jeux précédents, que tout le monde en a pris plein la gueule. Alors je parle même pas des Anglais, qui ont fait certainement au pinacle de la critique sur les mascottes que tout le monde a oublié depuis d'ailleurs, mais de Londres. C'est pas le truc dans lequel je me sens le plus serein. Et puis on s'y attaque quand même. On essaye toujours pareil d'appliquer la même recette. On dit ok, nous ce qu'on veut c'est raconter des histoires différentes pour essayer de laisser notre trace. Donc qu'est-ce qu'on va pas faire? Un animal comme tout le monde, parce que du coup on nous suggère de faire le chat de gouttière. Oui, très bien, super, et ça aurait peut-être très bien marché. On a ratatouille, maintenant c'était chat de gouttière. C'est bon quoi, on a compris, on va peut-être essayer quand même d'apporter quelque chose un peu plus... T'es pas allé discuter avec les gens de l'âge de glace? On a discuté avec... pas discuté d'ailleurs, plus que ça. Quand l'idée arrive, on l'a fait dessiner par le dessinateur de l'âge de glace, celui qui a créé le personnage avec sa noisette. Le nom m'échappe, mais bref. Et c'est lui qui fait le premier dessin de ça, parce que Donc là, le premier dessin de ça. Oui, on nous propose, en l'occurrence c'est l'agence avec laquelle on travaillait, l'agence de branding, nous propose cette idée du bonnet. Moi, l'idée que notre mascotte ne soit pas un animal, mais que pour la première fois de l'histoire soit un objet, je trouve que le bonnet phrygien, par définition, ça raconte quelque chose de notre histoire. J'achète, et bien évidemment Tony aussi, on achète cette idée, et ensuite on travaille dessus. Les équipes du design et de l'identité de marque chez moi travaillent d'arrache-pied pour arriver à ces deux mascottes, à ces friges. Et donc, point important à souligner, ça nous permet de reparler tout à l'heure des cérémonies de Paralympiques, c'est la première fois que cette mascotte est la mascotte des
para et donc des paralympiques et des olympiques. La seule différence, donc, c'est cette spatule qui représente évidemment des sports paralympiques, mais c'est aussi ça, c'est un message extrêmement fort porté par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Donc au début, évidemment, elle sort et là, tout le monde se fout de notre gueule. Tout le monde se fout de notre gueule pour une raison majeure. Qui pourtant, tu l'avais pas vu arriver ça? Alors non. Je l'avais entendu une fois ou deux en réunion, mais je n'avais pas fait très attention sur ce point-là. Tu peux nous expliquer quand même, parce que... On se dit que du coup, au moins, ça permettra à beaucoup d'hommes d'améliorer leur connaissance. Donc on en rit un peu comme ça, mais sans imaginer que ça puisse être absolument majeur. La mascotte sort comme... souvent quand même à ce moment-là dans l'ambiance générale de notre pays, plutôt tendance à se faire critiquer qu'à autre chose. Et l'histoire commence comme ça. Et puis les jeux arrivent, et puis ça devient des rockstars, quoi. Des rockstars. Donc il y a plus d'1 500 000 incroyable mascottes qui ont été vendues en sold out, en tout cas en vente, en rupture dans pas mal d'endroits. Et moi je le vois parce que souvent, c'était assez bon. Souvent, moi j'en ai acheté évidemment quelques-unes et je suis ravi de jouer mon rôle d'ambassadeur des Jeux Olympiques, de l'offrir quand je vais dans différents pays. Et en effet, avant les Jeux, les gens regardaient ça en disant ok. Après les Jeux, tu vois que quand je leur offre, ou quand je leur offrais, les gens étaient tellement heureux. On continue, donc on va la laisser à côté de chez nous, cette petite frige. La vasque olympique. De nouveau, écoutez ce moment-là avec Mathieu Lohaner qui était ici il n'y a pas très longtemps de ça, qui nous explique cette histoire. Toi, quand tu as cette idée, il y a combien de designers qui pitchent l'idée de la vasque? Écoute, moi, depuis le début, quand on lance ce pitch, je suis au moins autant obsédé par la vasque que par la torche. Et les designers, à l'inverse, sont beaucoup plus obsédés par le dessin de la torche que par celui de la vasque. Mais moi, dès le début, je suis plus focalisé sur cet objet et sur l'obligation d'essayer de trouver une idée ou d'espérer que quelqu'un dans ce domaine-là, puisqu'on décide sur ce sujet d'habitude sur tous les autres sujets, c'est plutôt nous avec cette direction de la création qui trouvons les idées. Là, on décide avec Tony de demander aux hommes de l'art leurs idées. Donc on consulte un assez large panel des grands designers français. Un certain nombre d'entre eux souhaitent concourir, un certain nombre d'entre eux ne le souhaitent pas, notamment parce que certains refusent le principe d'un appel d'offres, ce que je peux très bien comprendre, puisque quand j'avais mon agence, je pouvais parfois aussi le refuser. Et à la fin, de mémoire, autour de 8, je crois, concours et nous amènent leur projet. Ils arrivent tous sans exception, avec une torche et à la fin 3 crobards d'une vasque dérivée de l'objet, mais avec un objet principal, avec des choses formidables. Hein. Et Mathieu arrive, lui, avec une torche et avec une idée. Et moi, quand je vois l'idée de la vasque dans le ciel de Paris, j'essaye de ne pas montrer mon excitation, je suis pas sûr d'y arriver, et moi dans ma tête le truc est plié. C'est que même si il est arrivé avec un objet de torche horrible, je pense que j'aurais fait des pieds et des mains pour qu'on le choisisse. Et c'était pas le cas. Donc, mais ceci étant, merci de le dire, et c'est important parce qu'aujourd'hui je n'ai absolument évidemment rien contre cette torche, puisque j'ai eu la chance même de la voir, de la porter. Mais les gens ont oublié la torche. Et l'auront oublié comme beaucoup de torches depuis. Moi, j'ai vu ces images de torches tous les 4 ans. La vérité, c'est que personne n'oubliera cette vasque. Là aussi, ce moment, toi, il y a un moment, donc on le sait, elle a été au-dessus des Tuileries. Toi, tu voulais la mettre sous la Tour Eiffel? Non, en fait. Mathieu voulait l'idée de départ de Mathieu, c'était donc de faire s'envoler cette vasque sur le Trocadéro.
Et moi, je lui dis... alors, l'idée de Mathieu, elle était vraiment sur un crowbar. Hein. Et il nous l'explique ici. Elle n'existait pas. Hein. Comment mettre juste le gaz là-haut? Elle n'existait pas. Il sait foutrement pas comment ce truc-là va marcher. Bon, si vous l'avez dit, tant mieux, mais je vous confirme. Il m'expliquait que pendant la discussion que vous aviez avec tout le monde, à un moment, toi, tu le dis gentiment parce que tu sens que tu as envie de le pousser, mais tu as envie de son projet. Tu dis juste, il nous l'explique comme ça. Comment ça se passe? Mais moi, dans ma tête, déjà, je sais que c'est ce que je veux faire. Et je veux regarder comment on va la faire. Donc moi, ce que je dis à Mathieu, c'est super ton idée, mais nous, maintenant, on va s'en occuper. Et en fait, je mets toute mon équipe et toutes les ressources, et des ressources extérieures, et un certain nombre de projets qu'on avait fait avant que Mathieu présente son projet, notamment avec EDF, sur l'histoire d'électricité, d'eau et de flammes électriques. Je connecte tout ça dans mon cerveau en me disant ça doit pouvoir le faire. Et ça doit pouvoir marcher, bien évidemment, en évitant le gaz, etc. Et surtout, je dis à Mathieu, ton truc à la Tour Eiffel, ça marche pas. Parce que ton rapport de taille n'est pas bon. Tu peux mettre une vasque au Trocadéro, t'as devant toi un truc qui fait 300 mètres de haut, tu vas monter à 60 mètres, tu feras petit. Donc, il faut qu'on aille ailleurs. Il faut qu'on trouve un autre endroit. Et c'est en l'occurrence là, c'est moi qui propose d'aller aux Tuileries. Moi, mon idée de départ sur les Tuileries, c'est d'aller dans la cour carrée du Louvre. Parce que je me dis, on peut la planquer, on l'amène dans cette cour carrée, on a des rapports incroyables avec le Louvre, et notamment avec la présidente du Louvre, que je remercierai jamais autant, assez en tout cas de l'accueil qu'ils nous ont réservé. Je me dis, on va dans la cour carrée, on la voit pas, on se débrouille pour la planquer, et le jour de la cérémonie, le truc surgit. Là, on revient sur les scènes de confidentialité. On en parle avec Tony et avec la maire de Paris, qui nous dit « J'adore l'idée du Louvre, mais la cour carrée, ça a une connotation vis-à-vis des Parisiens, c'est enfermé. Je ne suis pas très fan de ça. Trouvez-moi une alternative. » Et on trouve cette alternative avec mes équipes de ce jardin des Tuileries et du bassin où elle finit. On continue nos pauses amicales, et cette fois-ci, une pause amicale de quelqu'un dont nous venons de parler. Quelqu'un qui a vu sa vie aussi transformée par ces Jeux Olympiques, un talentueux designer, puisque c'était le designer de l'année, Mathieu Le Banner. Bon, je crois qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que ces Jeux ont été un succès colossal. Et je crois qu'on est tous à peu près d'accord aussi pour dire que tu y as contribué pour une très 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 large partie. J'avais du coup une question pour toi. Je sais et je te sais assez réticent, voire méfiant, voire farouchement opposé à toute forme de consensus. Et là, il faut reconnaître que c'est une forme de consensus de quelques milliards de personnes. Donc je voulais savoir comment tu vivais ce tiraillement d'avoir créé ce consensus planétaire et à la fois d'avoir toujours veillé à t'en méfier farouchement. Je t'embrasse. Il est après de connaître, hein. J'aime beaucoup Mathieu. Mais il a un petit côté britannique, d'humour un peu british, une forme d'ironie que j'aime bien. Mais non, écoute, je dois avoir moins de problèmes au consensus quand il m'est adressé que quand c'est dans les réflexions qu'on me demande de mener. Voilà, mais bon... Je suis ravi que ça soit bien passé, c'est ça le plus important. C'est là, je vois que tu regardes, tu me regardes pas, tu regardes. C'est difficile, t'aimes pas trop hein, quand on te dit des choses, quand on te félicite. Hein. C'est pas là où je suis le plus à l'aise. C'est pas là où tu es le plus à l'aise. Mais c'est et marrant, c'est parce que tu dis la même chose que t'as pas cette humilité-là. Parfois, tu dis même de toi que t'as une certaine mégalomanie. Moi, c'est marrant, j'ai pas la même vision de toi. Je pense que tu tentes de faire des grandes choses et que pour faire des grandes choses, tu mets les moyens en face de ça. Moi, j'ai pas trouvé quelqu'un, chaque fois que je t'ai vu un paquet de fois, qui était, tu vois, j'ai parfois rencontré des gens qui avaient un vrai manque d'humilité. J'essaie de m'éloigner le plus possible de ces gens-là. Je n'ai pas trouvé ça la même chose avec toi. Quelque chose que j'aime aussi beaucoup chez toi, c'est l'amour du territoire. On en parlait tout à l'heure, je l'ai évoqué. Il y a un moment aussi assez, pour moi, assez transformateur dans la vision que les Françaises et les Français ont eu des Jeux. C'est l'arrivée de cette flamme. Donc, dans ta ville de cœur, hein, là on est à Marseille, ce moment-là, ça t'a aussi rendu fier, heureux, quand ça arrive. Là, pour le coup, les images étaient somptueuses. Là, tu t'es dit, ouais, on a masterisé cette partie-là. T'étais très heureux. Ouais, alors ça a une place particulière dans mon cœur, l'arrivée de la flamme à Marseille, parce que c'est vraiment quelque chose que
que j'ai créé avec mes équipes perso, quoi. C'est vraiment été fait in-house. Avec. T'as appelé les copains là-bas, t'as dit les gars. Avec l'appui d'une agence d'événements, l'agence MCO en l'occurrence, qui nous a assisté sur ce projet. Non, j'étais heureux D'abord parce que Marseille. Il faisait beau. Parce qu'il faisait beau. Parce que là, les dieux étaient avec nous. Pour l'anecdote, quand je suis arrivé avec l'idée que la flamme revienne de Grèce en bateau et à Marseille, je me souviens encore du petit sourire en coin de Tony. Parce qu'on a cette petite blague. C'était quoi? C'était le bateau? C'était Marseille? C'était quoi? C'était un peu Marseille. Cette petite blague entre nous. Bah voyons, tiens, ça m'aurait étonné que ça arrive pas à Marseille. Mais force est de constater, en dehors du fait que déjà Marseille était au cœur des Jeux, puisque site olympique de la voile, c'était compliqué de contrer le fait que les Grecs avaient fondé Marseille déjà, et qu'ils allaient donc refaire le chemin pour ramener le feu sacré. Donc ça, c'est le premier point. C'était totalement. Là, tu tires un peu là. Non, c'était totalement. C'était légitime. On était ravis. Moi, j'étais content que cette flamme revienne en bateau déjà, pas en avion. Enfin, il y avait toute une série. C'était cohérent avec notre discours, notre positionnement, notre vision, etc. Et puis ensuite, il y a le fait que, là encore, on arrive à faire consensus dans une ville qui pourtant est politiquement agitée, avec des territoires pas forcément tous très potes les uns avec les autres, qu'ils se rangent tous derrière cette idée, et surtout, c'est une espèce de prémisse pour moi, et on l'a réalisé assez vite derrière de la cérémonie d'ouverture et de ce qu'elle a déclenché, c'est que c'est la première étincelle. On se rend compte que quand on a une ambition folle, les gens nous suivent, que les 200 000 ou 250 000 Marseillais qui sont présents ce jour-là sur le Vieux-Port, il n'y a pas l'ombre d'une anicroche, il n'y a pas l'ombre... On parle de problème de sécurité ici, il n'y a rien du tout, tout est parfait. Tout est parfait, et surtout ça génère un enthousiasme qui fait que personne, national, y compris à Marseille, ne nous engueule parce qu'on bloque la moitié de la ville. Bref, les mêmes ingrédients et exactement les mêmes effets que ce qu'on va vivre 2 mois plus tard. Et ça, c'est une très grande satisfaction pour nous de ce qui va se passer plus tard. C'est comme une répétition du 26 juillet. Les gens ne la voient pas, bien évidemment, comme ça, mais on voit bien que tout de suite, ça enclenche un mouvement d'enthousiasme. Et les Marseillais, moi aujourd'hui, je suis bien évidemment très souvent là-bas, puisque j'ai ma maison. Les Marseillais m'en parlent encore dès que j'y vais, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai vu un avant-après, évidemment, de ce que les Françaises et les Français, pour plein de raisons, parfois bonnes, parfois moins bonnes, pensaient des Jeux, justement parce qu'ils avaient une certaine distance, ils en entendaient parler. Et puis, il faut dire ce qui est. Pendant des Olympiades, il y a eu quand même un certain nombre de problèmes avec les Jeux Olympiques qui ont été changés par la volonté du CIO de faire des Jeux qui soient plus responsables, mais aussi dans les budgets. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Et donc, ça a été aussi, certainement, les paris ont été les premiers Jeux, démontrer que c'est faisable. Quand la flamme arrive, moi, je sais très bien que le jour d'après, le moment, moi, je reçois des messages toute la journée en disant « Waouh !» Et là, la télévision, encore une fois, a fait beaucoup. Là, je ne parle pas uniquement des gens qui étaient là-bas. On continue, on va atteindre la fin de notre discussion, Thierry. On a quand même... et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Tony, qui me disait « Je ne sais pas comment je vais m'en remettre. » Toi, quand tu prends un coup le soir avec Tony, tous les deux, là, tu dis la même chose, tu dis comment je m'en remets? Ouais, c'est une question. Ouais. Je n'ai pas non plus la réponse. J'avais l'impression que ça serait plus facile. Ouais. On m'avait prévenu que ça ne le serait pas, on avait raison. Mais je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas la réponse à la question. On continue de parler de ça. J'ai demandé à quelqu'un qui est pour le coup peu visible, qui a été majeur depuis le début de cette candidature, quelqu'un que j'aime profondément par sa gentillesse, son humilité et son capacité de travail, c'est Michael Alosio, et qui lui aussi a la gentillesse de te faire passer un message. Thierry, coucou, c'est Mika. Tu as organisé le 26 juillet sans doute le plus grand événement, le plus grand show jamais organisé. Tu y as mis toute ton énergie, tout ton cœur. Ça a été un succès phénoménal. Après avoir fait ça, qu'est-ce qui peut encore te motiver? C'est quoi le projet
qui te ferait rêver pour la suite? Non, mais d'abord, ça me fait plaisir d'entendre la voix de Mika, parce que t'as raison. Il y a des gens qui ont été clés, essentiels, déterminants dans ces Jeux Olympiques et qui ont volontairement voulu le faire en retrait ou au service d'eux. Michael Alusio est certainement le premier d'entre eux. Il a été décisif. Et je peux raconter 25 anecdotes si demain il fallait le faire pour expliquer quand il l'a été, sur quel choix il l'a été. Et il l'a été très souvent, et c'est certainement pas Tony Estanguet qui me contredira. Et il faudra... Bon, il vit pas pour ça d'ailleurs, mais il faudrait que la reconnaissance soit existante. Il s'en fout, il le fait pas pour ça, mais il faut le faire. Et donc une petite statue, une grande statue pour Michael Alusio, voilà, et qui était donc le directeur de cabinet de Tony Estanguet, directeur général délégué. Et à chaque fois. Enfin, on a souligné souvent, moi, ma relation avec Tony, et comment on a fait beaucoup de choses, beaucoup de réflexions et beaucoup de choses qu'on a menées à deux. On n'a jamais été deux. On a toujours été trois. Et Mika a toujours été là, dans toutes les discussions, dans toutes les idées. Il en a sa part, et il y en a certaines qui sont même les siennes, sa propriété. Et ça, il faudra un jour le dire. Ça y est, on l'a dit. Et pour toutes les personnes qui ont été proches de cette organisation, on sait à quel point il a été... Là, on parle d'humilité, t'as raison. Ça fait du bien de rencontrer des gens comme lui. Et pas uniquement parce qu'il aime le Sud. Hein. Pas uniquement parce qu'il aime le Sud. Hein. Voilà. Après, il a une autre caractéristique, et Tony sera d'accord avec moi, c'est que c'est le plus têtu de la bande. C'est que, alors, il a beau avoir toute l'humilité du monde, quand il a décidé que ça serait ça, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, c'est comme ça que ça va se terminer. Donc, bon. Donc là, il te pose cette question. On l'a vu parce qu'on tourne autour de ça. En fait, t'en sais vraiment rien, toi? Non, ça non. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que l'événementiel, certainement pas. Tu te verrais directeur général? Tu te verrais justement prendre... Parce que c'est ce que tu as été, chez BBN, tu as été aussi évidemment celui qui avait des idées avec tes équipes, mais c'était toi le boss. Tu sortirais faire ça? J'en sais rien. En fait, c'est pas la manière dont il faut c'est pas la manière dont je me pose la question. C'est pas qu'est-ce que je veux être, c'est au service de quoi. Donc, je sais que s'il se passe quelque chose, ça sera autour d'une idée ou d'un projet. Et que si pour cette idée ou ce projet-là, il faut que je refasse une structure ou que sais-je, ou que je devienne moine ou autre chose, je le ferai parce que c'est ça qui sera la motivation. Je n'ai pas trouvé le projet encore. T'as un coup de téléphone de Boston en disant on a besoin de quelqu'un, pas uniquement pour avoir des idées de tifo au stade Vélodrome, mais on aimerait quelqu'un qui dirige l'OM. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, ça? Ça fait partie de mon côté marseillais totalement aussi, tu pourrais dire, anti-rationnel. Je quitte tout, je prends. Ah oui, non, mais l'OM, c'est ma faiblesse depuis toujours. On m'appelle demain, même si je sais que c'est la dernière connerie à faire, j'y vais directement. J'ai déjà le billet avant la fin de la phrase. Mais bon. Ouais, voilà. Question que je pose souvent aux gens qui sont avec moi. Si tu aimerais entendre quelqu'un avoir ces discussions sur sa propre vie, son propre existence, ses propres chemins de traverse, qui prennent ta place, ce serait qui que je devrais inviter? T'aimerais écouter? Quelqu'un que tu connais, que t'aimes beaucoup, ou que tu connais pas, que t'aimerais écouter? Moi, d'abord, j'ai pas. Tu me prends un peu au dépourvu. Oui, c'est l'objectif. Il n'y a pas d'élément de langage là. Il faudrait que j'y réfléchisse, mais quelqu'un que t'aimes bien. Thomas Joly. Bah oui, forcément. Non, mais Thomas, on est. T'as un faible. Non, mais on est liés pour la vie. Il le sait comme moi je le sais. On est frères de sang. Voilà, cette histoire est gravée, quoi. Dernière question. Quel est l'endroit sur Terre où t'aimes faire une pause? Il y a un endroit spécifique. Si une crique, je veux le nom de la crique. Si c'est un village quelque part, c'est quoi l'endroit où t'aimes être? On a une maison de famille en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, au bout du bout, vers Trégastel, vers cette côte. Toute la côte bretonne est magnifique, et un peu trop arrosée à mon goût, mais en dehors de ça, elle est vraiment magnifique. Et on a une maison de famille, on a la chance qu'elle soit assez unique, qui domine la mer. Je pense que ça serait là-bas.
Si les gens aimeraient te contacter, soit parce qu'ils ont des idées, soit ils ont des questions, soit ils se posent des questions où ils pensent que potentiellement tu puisses les aider, il y a un endroit où c'est facile qu'ils te joignent? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Il y a un endroit où on peut te parler ou c'est impossible? Alors c'est compliqué parce que j'ai fait un choix structurant il y a très longtemps qui est de refuser catégoriquement les réseaux. Donc je n'y suis pas et je le revendique. J'ai un ou deux petits spies pour regarder ce qui se passe sur Insta notamment. Et tu n'as pas d'agent non plus, donc on peut pas te contacter. Non. Non. Bon, les amis, auditrices et auditeurs, bon courage. Moi, je vous conseille passer par Ubu Bene. Peut-être que vous allez trouver un bon samaritain qui vous donnera des conseils. Thierry, de nouveau, pour mon petit plaisir personnel, pour t'avoir vu pendant toutes ces années, et merci pour ce que tu as apporté à la candidature. Merci ce que tu as apporté dans l'image que la France a pu avoir auprès de nos compatriotes, mais aussi à l'étranger. Donc, t'es iconoclaste et qu'est-ce que c'est bon d'avoir des gens comme toi qui ont un tas de talent et qui le mettent au service des autres. Thierry Reboul, merci d'être avec moi et d'avoir été avec moi. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.